Vous avez écouté Maurice Kamto, c'est clair. Et Maurice Kamto a toujours eu le souci de rassembler les Camerounais. En 2018, il a tendu sa main à tous les candidats déclarés aux élections présidentielles, y compris Kaba Lévi qui lui avait donné rendez-vous sans jamais l'honorer. Maurice Kamto allait attendre des heures et des heures et Kaba Lévi ne s'est pas présenté. Il n'a jamais daigné présenter ses excuses, même par courtoisie républicaine ou bien morale, il pouvait le faire, mais il n'a jamais trouvé bon de le faire. Mais nous le savons, chers compatriotes. Et je pense que, et c'est un message vraiment des frères que je voudrais passer à Kaba Lévi, je pense qu'il a encore temps de sauver les meubles. Kaba Lévi, tu vas beaucoup souffrir en 2026 lors des élections législatives et municipales. Tu vas beaucoup souffrir parce que tu vas perdre tous tes sièges et tu risques même de perdre ton poste, ton siège de député parce que tu as gagné dans l'Union et qu'il est parce que en ce moment-là, l'UPC était décapité par le RDPC. Aujourd'hui, l'UPC s'est réveillé là-bas, l'UPC vit et tu risques de perdre tes élections parce que malgré que tu sois domicilié à Yaoundé, il est fallu que tu ailles plutôt dans l'Union et qu'il y a une forte concentration des gens de ta région. C'est pour cela que tu as gagné. Mais c'est aussi parce que l'UPC était beaucoup combattu lors de ces élections de février 2020. Et tu risques de souffrir beaucoup. À Douala, à Yaoundé, où tu as eu quelques sièges députés, vous allez perdre tout ça parce que le MSC va se présenter. Le MSC va prendre tous ces sièges-là, des députés, des conseillers municipaux, des maires et tout ça. C'est terminé. Mon cher frère, c'est terminé. L'esbouffe est terminé. Les Camerounais aujourd'hui se sont réveillés. En 2018, quand tu sortais, les gars accouraient derrière toi parce que les gars croyaient que peut-être que tu étais sérieux. Et tu n'as jamais été sérieux. Parce qu'on se rappelle comment, en 2018, après les élections présidentielles, tu nous dis que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Comme tu savais que Maurice Kamto était devant toi, tu t'es rebiffé. Et tu as changé de braquet. Tu as plutôt dit que c'est toi qui as gagné. Après, tu nous dis, non, c'est moi qui ai gagné, mais lors devant le Conseil constitutionnel, tu ne te présentes pas. Ça veut dire que tu n'as pas fait partie du contentieux post-électoral, rien du tout. Tu n'étais plus là. C'est Maurice Kamto qui était là au four au moulin devant le tribunal. C'est Maurice Kamto qui a fait la prison. Tu n'as jamais fait l'objet d'aucune arrestation et tu te dis, homme politique, dans une dictature, un homme politique fait au moins 7 jours la prison, cher compatriote, ou bien est arrêté tout au moins, ou bien son domicile assiégé. Tu n'as jamais subi cela. C'est-à-dire que tu ne représentes pas grand-chose. Ou bien tu es compromis. Soit l'un, soit l'autre. C'est aussi simple que ça. Après les élections présidentielles de 2018, tu étais déjà aux États-Unis, au Canada, tu n'étais pas vanné là-bas. C'est pas comme ça. Il faut être sérieux. Mais sache une chose, parce que j'ai entendu que tu aurais accusé Maurice Kamto d'être un traître. Mais un traître de quoi? Maurice Kamto, c'est lui qui est combattu, c'est lui qui fait la prison. J'ai compris, je comprends, hein, que tu sois entre le marteau et l'enclume. Donc, je comprends que tu sois dans un état où tu ne sais plus comment t'en sortir. Après ces 50 ans, tu n'as pas de métier, tu n'as jamais travaillé. Moi, Samto, à cet âge, était déjà professeur émérite. Il travaillait déjà. Il faut avoir les moyens de sa politique. Sinon, tu vas toujours faire l'objet de toute manipulation. Tu vas toujours te faire coopter, comme le RDPC t'a coopté. C'est pour ça que tu ne parviens jamais à prendre une décision finale. Tu ne parviens jamais. Tu avais plusieurs conseillers municipaux dans l'Union Ekele, mais vous avez perdu les élections régionales. Vous n'avez eu personne là-bas parce que ces gars-là ont voté plutôt pour le RDPC. Comment pouvons-nous comprendre ça? Il faut te réveiller, cher Kaba Lévi. Tu risques de perdre gros. Parce qu'en 2026, le MSC va gagner toutes les élections législatives. Je veux dire qu'ils vont gagner les élections législatives municipales. Ils vont vous battre à plat couture, toi-même et le RDPC. Mais comme entre-temps, en octobre prochain, il y aura déjà changement de régime, Maurice Kamto sera le président de la République, personne ne viendra plus vous voir pour les négociations, pour vous coopter. C'est terminé tout ça. On va maintenant faire de la vraie politique, la politique où tu dois adresser les problèmes des Camerounais tous les jours, aller sur le terrain, rencontrer les Camerounais, séduire les Camerounais. On va te juger sur la base de tes actes. Mais comment est-ce que tu as d'abord même pu être député? Je dis tous ces gars que vous êtes devenus députés là. Pour devenir pour briguer un poste électif dans tous les autres pays du monde.
Tu te présentes devant les électeurs et les électrices. Tu dis ce que tu as déjà fait pour toi-même dans ta vie, ce que tu as accompli dans ta vie. Après, tu dis ce que tu voudrais, ce que tu as accompli aussi pour ton pays. Maintenant, avant de dire que tu veux briguer un poste, et pour être président de la République, qui est la consécration d'une carrière réussie, parce que tu projettes sur l'ensemble du pays tes propres réussites. Mais quelle réussite as-tu? Tu as l'occasion, tu t'es vanté de gagner 1 million de francs CFA par mois, ou bien que c'est l'argent des gars petits, l'argent des mamans Bayam Salam, des mototaximens, c'est ça qu'on accumule, on te donne. Tu t'es gargarisé de gagner autant d'argent. Pour toi, 1 million, c'est déjà beaucoup. Mais quelqu'un comme toi, là, qui est incompétent d'abord, si on te donne le pouvoir, là, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu ailles manger davantage? C'est pour faire quoi? C'est pour que tu deviens un vrai dictateur. De temps que tu écris sur le communautarisme, tu écris toujours sur des futilités. Tu marches dans les sillons de M. Pia. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu écris toujours des livres sur le communautarisme. C'est pour donner quoi? C'est pour donner quoi? Alors qu'aujourd'hui, tous les autres pays sont en train de se mettre ensemble pour faire développer leur pays, pour faire décoller leur pays. Mais ce que tu as trouvé bon, c'est d'écrire sur le fédéralisme communautaire. Mose Kamto te dit que son idéologie du parti social-libéralisme, c'est le citoyen camerounais qui est au centre du développement du pays, de la constitution nationale. Ce n'est pas une communauté ou une ethnie qui est au centre du développement du pays. Comment comprenez-vous ça? Je dis que même au Rwanda voisin, où il y a eu le génocide, où tous les Tutsis se mettent ensemble aujourd'hui pour faire avancer leur pays partout sur la terre. Ça veut dire que si tu devenais président de la République, même dans tes rêves, ça n'arrivera pas. Si tu deviens président de la République, dans nos cas d'identité, on devrait mettre dorénavant écrire communauté, n'est-ce pas? Pour continuer à diviser les Camerounais, pour marcher dans les sillons de M. Biya, continuer à diviser. Le libéralisme communautaire de M. Biya n'a rien appris. Parce que ça visait une seule chose, ériger, exalter une communauté. M. Biya a échoué lamentablement. Il n'a même pas pu exalter sa propre communauté parce que le Sud aurait dû faire partie de la région la plus pauvre au Cameroun, faire partie des régions les plus pauvres au Cameroun, immédiatement après les régions du Grand Nord de notre pays. Mais tu veux marcher dans ces mêmes sillons-là. En fait, j'échange avec toi parce que je te passe un message, parce que Mose Kamto, qui est déjà certain, nous sommes certains qu'il sera plébiscité dans les urnes, mais nous voudrions aussi une victoire à la soviétique. Donc, on voudrait que tu puisses te joindre à nous pour que nous fassions chorus autour de Mose Kamto et pour que sa victoire, au lieu d'être 85%, peut-être ça soit 86%, parce que je ne pense pas que tu pèses grand-chose, mais les élections présidentielles, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il sera plébiscité dans les urnes, même sans toi, même sans tes partisans, mais pour que sa victoire soit de plus en plus prononcée et que ça ne fasse l'objet d'aucune contestation, parce qu'on veut une victoire à la soviétique, on aurait bien voulu que tu en fasses partie. Mose Kamto, dès qu'il devient président de la République, il va créer des centres de métiers et des instituts de formation. Les centres de métiers, c'est pour tous ceux qui n'ont pas l'argent d'aller à l'école, tous ceux qui n'ont pas de métier, qui vont tout simplement être formés. Et les chaudronniers, les mécaniciens, les électriciens, ils vont être formés pour avoir un métier et se mettre au service de la constitution nationale de développement du pays. Mais toi, par exemple, qui a eu la chance de faire des études et que tu ne parviens pas à faire du travail, tu te laisses manipuler par le RDP, personne, tu veux avoir une carrière politique longue. Tu n'as même pas intérêt à ce que les choses changent. Non, Mose Kamto va te donner une possibilité de changer de couloir dans les instituts de formation. Comme tu as fait droit, tu ne parviens pas à trouver du travail. On va te faire une autre formation. Tu peux devenir technicien de pont et chaussée. Tu peux devenir informaticien pour faire la programmation, par exemple. Donc, on va te donner cette formation-là en fonction du marché du travail. Et au bout du compte, après 2 ans, tu vas acquérir un autre métier et tu vas te mettre au service de ton pays. C'est comme ça que Monsanto veut faire. Donc, tu n'as pas à te préoccuper de ce que tu deviendras sous le mindset de Monsanto. Tu auras ton travail, tu auras la possibilité de travailler, de construire ta famille, d'acheter un terrain et de sortir de la location. C'est comme ça. Il faut rêver grand.
Il faut vraiment, il faut dire à tes partisans, sois humble, va vers tes partisans. Tu dis, vous voyez aujourd'hui, dans la diaspora, je suis régné. Au Cameroun même, je suis régné. En 2018, on voyait des masses populaires me suivre. Et cette fois-ci, quand je sors, personne n'accourt plus vers moi. Regardez Moïse Kamto, il est allé en diaspora. Il a été reçu en crampon par tous les diasporiens. Il est arrivé à Douala. Le rejet de M. Biya a paniqué parce que les Camerounais sont sortis par milliers l'accueillir. Et moi, je suis où? Dans tout cela. Il faut te mettre devant les faits. Les faits parlent pour eux-mêmes. Ça ne sert à rien de fantasmer et de penser qu'on peut gagner une élection présidentielle. À moins que, bon, tu veux, déjà, tu écoutes le fédéralisme communautaire. Tu veux garder l'union équilibrée. Mais même là-bas, tu vas perdre. L'UPC va te combattre là-bas. L'UPC, c'est un parti historique. C'est terminé pour toi, Kabalibi. Vraiment, reviens sur terre. C'était vraiment un beau message à toi parce que tu fais des lives de TikTok partout où tu tises sur Moïse Kamto, tu le vois hégémonie. C'est peine perdue. Moïse Kamto est écouté aujourd'hui par l'ensemble du peuple camerounais qui a décidé de jeter tout son dévolu sur lui. Et il sera plébiscité en octobre prochain. Bon, c'est un appel que je lance à toi comme je lance aussi à tous les autres gars qui se disent candidats aux élections présidentielles. On ne nourrit pas la poule au jus du marché. Tu n'as pas pu faire grand-chose. Tu avais dit que c'est dans le Parlement qu'on change les choses. Qu'est-ce que tu as changé là-bas? Quelle est la proposition de loi que tu as faite là-bas? Quelle est l'enquête parlementaire que tu as menée? Rien du tout. Rien du tout. Dans une dictature où tu as 5 députés ou c'est 6 députés, mais tu n'auras plus rien du tout. En 2025, en 2026, février 2026, c'est cuit pour toi, mon cher frère. C'est cuit pour toi. Soit tu vas jeter l'éponge, ça veut dire que tu vas quitter la politique, soit tu vas devoir travailler. Et quand on fait la politique, normalement, on travaille gratuitement, sans salaire. Tu te lèves comme Moïse Kamto fait. Il a tous les Camerounais tous les jours. À 3, à 4, vous voyez, il fait une publication, il est là toujours au four au moulin, il se déplace sur l'ensemble du peuple camerounais, ça représente un budget, c'est pour ça qu'il faut avoir les moyens de sa politique, c'est pour ça que Moïse doit d'abord travailler avant de faire la politique. Dans une dictature, il faut travailler d'abord. On ne peut pas prendre la politique comme un métier dans une dictature. On a déjà entendu les gens dire que tu es député, que c'est un métier. C'est pas un métier ça. Pour que les postes électifs, il faut d'abord avoir travaillé, c'est que j'ai travaillé. Il a entendu que tu as fait des TD à l'université. Ce n'est pas un métier. Que tu as géré une épicerie. Ce n'est pas un métier. Est-ce que tu as le métier de journaliste quand tu présentais certaines émissions? Tu peux dire que tu es journaliste. Tu peux dire que tu es opérateur économique. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu n'as pas de métier, mon cher frère. Ressaisis-toi et tu reviens à la réalité. OK? Partagez-moi cette vidéo, chers frères et sœurs, et surtout, abonnez-vous. Ciao. The next person to ask questions to Professor Maurice Kamto is a young entrepreneur talking in the name of Startup in Cameroon. He's called Rutherford Chimene. Rutherford, you have the floor. Bonjour, Monsieur Kamto. Bonjour. Puisque c'est l'appellation que vous préférez. Je suis Rutherford Chimene, comme l'a dit la présentatrice. Déjà, je suis admiratif de votre parcours professionnel, de votre parcours académique, parce que je suis avant tout encore étudiant. Et je vous admire, pour être sincère, sur ce plan-là. Par contre, sur un plan politique, je dirais c'est beaucoup moins que cela, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore cette sensation des Camerounais qui se disent que vous êtes la principale personne qui, en 2018, avait empêché la coalition de l'opposition. Peut-être pour certains faits que j'ai, et peut-être vous y reviendrez. Mais ce n'est pas ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, parce qu'au quotidien, nous menons un ensemble d'initiatives, comme la Startup Academy qui portait un peu notre idéologie. Vous avez parlé beaucoup d'idéologie tout à l'heure. Et nous menons un certain nombre de projets comme Sur Mesure, dont je porte l'un des vêtements aujourd'hui, la Startup Group qui compte un certain nombre de départements. Et au quotidien, on fait face à une problématique criarde et que beaucoup de jeunes entrepreneurs comme nous vivent. C'est la problématique du financement. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes comme nous qui se lancent ont du mal, que ce soit avec le financement bancaire, parce que combien de jeunes ont un titre foncier qu'ils peuvent mettre en garantie? Combien de jeunes ont un véhicule de luxe qu'ils peuvent mettre en garantie auprès d'une institution bancaire pour obtenir un financement? Du moins très peu. Et donc, cette option-là, malheureusement, nous ne sommes pas privilégiés. Si on passe sur un autre volet, qui est celui du financement participatif,
déjà sur un plan national, il y a un gros vide juridique dessus et c'est une activité qui n'est pas véritablement encadrée. Et lorsqu'on se lance même sur ce plan, il faudra avoir déjà une crédibilité pour que les gens se mettent ensemble pour vous donner des fonds pour implémenter des projets. Et donc on a des Camerounais qui ont des projets parfois extraordinaires qui peuvent véritablement contribuer à faire développer l'économie du pays et à augmenter notre PIB, mais on fait face à une problématique qui est celle du financement. Et aujourd'hui, j'ai envie de demander à M. Kamto, puisque c'est l'appellation qu'il préfère, quelle est l'impulsion, pour utiliser votre expression de tout à l'heure, que vous apporterez si vous étiez président de ce pays pour ces jeunes qui manquent de financement? Très bien, merci. Mais gardez le micro parce que l'entrepreneur a fait une incursion dans le champ politique et je ne peux pas laisser passer cela. Et ce que vous avez dit est extrêmement important parce que nous devons éclairer chaque fois que c'est possible les Camerounais. Vous avez dit que j'ai empêché la coalition. C'est le sentiment que plusieurs Camerounais parmi moi. Il ne faut pas vous arrêter au sentiment et puis dire, parce que vous avez dit, et d'après ce que j'ai, ça suppose que vous avez des éléments. Et j'aimerais ici qu'on partage ces éléments sur le plateau de Vox Africa avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ou dire que j'ai empêché la coalition de l'opposition en 2018? Merci de me donner l'opportunité d'y revenir et j'espère qu'on aura du temps pour en parler. Alors en 2018, plusieurs candidats proposent d'aller aux primaires afin qu'on puisse donner l'opportunité au peuple camerounais de choisir un candidat consensuel de l'opposition qui ira affronter le candidat d'en face. Et on connaît naturellement, il y avait 8 candidats à l'époque, on connaissait ceux qui avaient de la pointe pour pouvoir imaginer représenter le peuple camerounais. Et donc vous étiez là. Je connais d'autres qui avaient cette pointe-là, je citerai ici naturellement Capra Libi, qui avait cette pointe qui était dans cette optique, et beaucoup d'autres. Mais M. Kamto, jusqu'à l'élection présidentielle, n'avait pas, à ma connaissance, donné une issue favorable à cette possibilité-là d'aller au primaire. Très bien, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'éclairer les Camerounais. Est-ce que tout ce qu'on propose est pertinent? À ma connaissance, à l'époque, beaucoup de Camerounais souhaitaient qu'on aille au primaire. Je vous mets responsable de l'organisation des primaires. Dites-moi comment vous l'organisez. Alors, si j'étais responsable des primaires, cela supposerait déjà que les candidats, ou du moins l'opposition, elle soit unie et qu'elle puisse, malgré certaines divergences sur un certain nombre de choses. Non, vous parlez déjà d'unité. J'ai dit organiser les primaires. Comment vous l'organisez concrètement? Ce n'est pas un problème de l'opposition est unie. Comment vous organisez les primaires pour que émerge donc le candidat unique de l'opposition derrière lequel les autres doivent se mettre? Comment vous l'organisez? Alors, je ne vais pas vous répondre dans les détails parce que... Non, il faut aller dans les détails parce que le diable est dans le détail. Je veux vous dire, les jeunes Camerounais se sont laissés égarer, dont vous-même. Et je le constate avec beaucoup de tristesse, qu'on vous a égaré en 2018. Parce que les primaires, la question que j'ai posée en permanence, j'ai dit je suis d'accord pour les primaires, mais comment on les organise? Personne ne m'a jamais répondu, monsieur. Interpellez les personnes en question. J'ai dit qu'est-ce qui constitue le corps électoral? C'est l'ensemble des Camerounais. Ce sont les militants des partis qui vont participer aux primaires. Comment est-ce qu'on les identifie? Quand est-ce qu'on met le matériel en place? Les lieux de bureau, parce que ça c'est le détail. Les lieux de bureau de vote, c'est où? Qui assure le contrôle des bureaux de vote? Qui assure le contentieux électoral? Qui proclame les résultats, etc. Il ne faut pas qu'on sorte justement des chats ou je ne sais pas moi quoi, du chapeau et on lance et vous courez derrière. J'ai posé cette question. J'ai dit, on l'organise concrètement comment? Et là, rien que sur la question du corps électoral, personne ne pouvait vous répondre. Parce que si vous dites que tous les Camerounais votent, cela veut dire qu'y compris les militants du RDPC et autres votent. Cela veut donc dire que vous pouvez avoir un candidat que le RDPC a choisi et non pas le candidat de l'opposition. Parce qu'ils peuvent s'organiser, s'arranger pour choisir, puisque tout le monde peut voter, pour choisir le candidat qu'ils préfèrent, en allant massivement pour voter. Monsieur Kamto, nous n'aurons malheureusement si vous dites que chaque parti
doit amener ses militants. Il faut donner donc le contingent de militants, le nombre de militants que chaque parti, qu'on enregistre, qu'on identifie. Donc, c'était plus compliqué que cela. Et c'est la question que j'ai posée en permanence, M. Timini. Vous me donnez l'occasion d'éclairer les Camerounais. Et je termine simplement en disant, je suis celui qui a pris son véhicule, comme on dit chez nous ici au quartier, qui a pris ses jambes. Je suis allé rencontrer tous les leaders. Dites, posez la question s'il y en a un qui est venu vers moi. Je suis allé voir tous les candidats pour dire, vous voyez que la primaire, c'est compliqué. Mais mettons, nous pouvons par contre élaborer des critères. C'est-à-dire des critères. Le MRC reste de son côté pour dire, voici ce que nous considérons comme profil du président. Le PCRN, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, en tout cas le parti qui portait la candidature de M. Cabral Libi élabore ses critères, celui du pasteur qui est décédé, celui de M. Mouna, etc. Élabore ses critères. Et on met ensemble et on voit les points qui se recoupent et on dégage des critères. Et à partir de là, on peut avoir le profil du candidat que nous allons tous suivre. Je vous signale, pour terminer, que lorsque vous prenez une telle décision, ce n'est pas Kamto qui... Moi, je sortais de la convention de mon parti qui m'avait investi comme candidat. Pour que je décide de ne pas me présenter, il faut que je retourne vers mon parti pour leur expliquer que c'est dans notre intérêt de soutenir tel candidat pour telle raison. Il fallait donc que j'ai cet argumentaire. Et j'ai travaillé avec tous les candidats, je dis bien tous. Le pasteur Difford qui est décédé, je l'ai rencontré à Garoua. Quant à M. Libi, je ne sais pas combien, je crois que je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Monsieur aussi, je l'ai rencontré. Tous les autres, peut-être la seule personne que je n'ai pas rencontrée qui était candidate à l'époque, si je me trompe, M. Adamou Nabiola. Donc il faut éviter ces raccourcis-là. Oui, M. Kamto, vous êtes ceci. Faites attention. Monsieur Kamto, pourquoi faites très attention parce que... On a eu votre éclaircissement. Voilà, parce que de cette façon-là, on vous vend du vent et on dresse un portrait d'un candidat qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Les sources de financement pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Pour soutenir les jeunes entrepreneurs, je crois qu'il y a plusieurs possibilités. Mais avant toute chose, je voudrais dire que les difficultés de financement de l'économie existent dans tous les pays du monde, dans tous les pays africains. Il y a des pays qui se débrouillent mieux que d'autres, mais ça existe partout. La question du financement de l'économie dépend d'abord de la confiance entre la banque et l'emprunteur. C'est d'abord cela. Aucune banque ne sort son argent et dit juste parce que vous avez votre projet là est formidable et tout. C'est pour ça qu'ils ont des bureaux d'études et d'analyse qui analysent vos projets et mesurent les chances de succès de votre entreprise. Vous, quand quelqu'un crée en fait un projet, il est toujours convaincu que son projet est le meilleur au monde. Monsieur Kamto, justement, sauf que dans d'autres pays, les structures étatiques, justement, mettent des mécanismes en place pour rendre les projets des jeunes entrepreneurs beaucoup plus crédibles. Je n'ai pas fini, je vais y arriver, je vais vous montrer. Je commence par vous dire pourquoi il y a cette difficulté. Parce qu'on a l'habitude de dire, par exemple, que les banques du Cameroun, les banques camerounaises et même de la CEMAC sont surliquides. Pourquoi voulez-vous qu'une banque qui est surliquide, c'est-à-dire qui a beaucoup d'argent, ne prête pas, puisque quand une banque finance, elle gagne de l'argent. C'est là qu'elle gagne de l'argent, ce n'est pas en stockant de l'argent dans ses comptes. Donc c'est un problème aussi de confiance dans les opérateurs et les acteurs économiques. Il ne faut pas oublier cela. Si vous perdez cela de vue, vous vous trompez. Même dans les pays où l'on organise des panels, c'est-à-dire vous avez des panels qui soutiennent les start-upers. J'ai vu ça au Kenya. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine des nouvelles technologies, au Kenya, il y a pratiquement un salon annuel où vous avez beaucoup de financiers sud-africains et autres qui arrivent, mais ils s'assoient, ils vous écoutent. Vous parlez, vous êtes persuadé que votre projet est le meilleur. Et les gars mettent le doigt sur 2-3 points et vous montrent que votre projet ne marchera pas. Donc, je voudrais que vous intégriez d'abord cela. Ensuite, maintenant, lorsque les projets sont bien montés et sont viables, il peut y effectivement avoir des difficultés, soit en raison de la frilosité des banques, parce que les banques sont, voilà, on ne veut pas prendre de risques, soit aussi parce que, effectivement, le porteur du projet ne montre pas qu'il est suffisamment investi là-dessus. Vous pouvez avoir un très bon projet, mais si vous montrez que vous n'êtes pas suffisamment impliqué dedans, parce que c'est celui qui a porté le projet qui le mène jusqu'au bout, on ne financera pas. Maintenant, imaginons que toutes les conditions sont réunies, ce que nous préconisons au MRC. Il y a des institutions qui vont être mises en place, mais pour d'autres, nous voulons passer par les circuits qui existent. Je m'explique.
Vous savez qu'on a créé dans ce pays une banque de PME, n'est-ce pas? Voilà. Non, voilà. Bah, oui, mais alors, donc pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne finance rien? Parce que voilà, si c'était que ça aurait tout financé. Pourquoi ça ne finance pas? Donc, allez chercher là où il y a le problème. Nous, on a dit, au lieu de créer un nouvel établissement bancaire, il y avait eu avant le FOGAP, qui va, sur le plan de son déploiement territorial, nous coûter beaucoup d'argent. Parce que dès lors, vous nommez le DG et tout le tralala, vous nommez les démembrements régionaux et tout ça, ça coûte de l'argent. Nous avons dit, nous, au MRC, parce que nous avons étudié la question, c'est de créer, d'ouvrir des lignes de financement auprès des banques existantes. De la sorte, vous n'avez pas à gérer les infrastructures et le personnel. Mais la banque... C'est qui réduit déjà les frais de fonctionnement. Absolument. Vous réduisez pratiquement à rien les frais de fonctionnement. La banque va simplement prélever justement quelque chose qui correspond au fonctionnement, mais c'est-à-dire aux personnes qu'elle dégage pour suivre cela. C'est-à-dire vous n'aurez pas à louer un bâtiment, vous n'aurez pas à toute une administration que vous aurez à mettre en place et qui coûte des milliards. Donc si l'État dit, j'ai 100 milliards que je vais mettre dans les PME, j'ouvre auprès de la BICEC, enfin, je vais les différentes banques camerounaises les plus sérieuses, en tout cas les plus crédibles, des lignes de crédit, j'ai mis 10 milliards à la BICEC, j'ai mis 1, quitte à ce que l'État mette en place un comité de sélection du projet dans lequel il est. Une fois que votre projet est validé, exactement, vous avez le financement. Voilà le type de mécanisme que nous, au MRC, nous entendons mettre en place. Et là, ça va très vite parce que vous pouvez être à Koussery. Si une de ces banques-là a une agence à Koussery, votre projet est financé là-bas. Vous n'avez pas à vous déplacer, etc., etc. Merci beaucoup, M. Timini, pour votre question. Merci, madame. C'est vrai qu'on devait avoir beaucoup d'autres questions. On espère. Et là, c'est une doléance que je fais auprès de Vox Africa. Vous voyez que le peuple a beaucoup à demander. Et donc, ce serait peut-être il y aurait une émission spéciale peuple où nous aurons la possibilité de lui poser nos différentes questions. Merci, M. Kamto. C'est moi.